Un conflit au sommet qui pourrait avoir des conséquences jusqu'en Guyane. La Russie veut récupérer ses biens et refuse de livrer de nouvelles Soyouz. En jeu, 300 millions d'euros. La somme aurait été bloquée par les avocats d'un opposant au Kremlin. Un mois pour arrêter de fumer, c'est l'objectif de la campagne lancée par la ministre de la Santé. Un kit spécial est proposé aux fumeurs pour relever le défi dans les meilleures conditions. Les pharmacies sont équipées. Et enfin, du maquillage pour s'enlaidir. Une pratique à la mode, bien sûr, pour Halloween avant de se rendre dans des soirées cauchemardesques. Hier soir, certains étaient méconnaissables, des visages dignes des films d'épouvante à découvrir dans ce journal. Bonsoir à tous. Les choses n'avancent pas dans le conflit de la sécurité sociale. Les grévistes réclamaient l'intervention d'un médiateur local. C'est chose faite. Le sénateur Antoine Karam jouera ce rôle. Il rencontrera demain matin la directrice de la CGSS pour se pencher sur la légitimité du droit de retrait exercé par une partie des agents en juin dernier. Un entretien qui pourrait bien déterminer la suite du mouvement. On écoute le porte-parole des grévistes au micro de Jonathan Lariot. La directrice générale reste toujours arc-boutée sur ses positions. Aucune proposition qui pourrait laisser entrevoir une issue à ce conflit, ou du moins la possibilité de vouloir sortir. Veut-elle réellement sortir de cette impasse? Le sénateur Karam a bien voulu servir de médiateur. Donc elle a mésestimé l'alerte qui lui a été faite en réunissant le CHSCT extraordinaire 18 jours après. Elle a demandé, bien sûr, l'arbitrage de la DIEC, comme l'a préconisé le CHSCT, de saisir le juge qui seul a matière à compétence pour vérifier le bien fondé du droit de retrait. Aujourd'hui, elle ne l'a pas fait. Elle conteste ce droit de retrait sans pour cela être expert en la matière. Nous sommes dans cette logique-là de droit de retrait. Y a-t-il eu droit de retrait? Est-il légitime ou non ce droit de retrait, je veux dire? Elle doit démontrer que nous avons tort. Or, on joue la baballe. Elle nous renvoie la balle en disant « Mais démontrez vous aussi, vous n'avez qu'à saisir le juge ». Je les remercie en disant qu'on n'avait pas pensé à cette solution-là. Je vous le disais en titre, c'est un conflit soviétique qui vient jouer les troubles faits chez Arianespace. L'agence spatiale russe refuse de livrer de nouvelles Soyouz à l'Europe en raison d'une ardoise de 300 millions d'euros. La somme aurait été bloquée par les avocats d'un certain Mikhail Khodorkovsky, patron d'une société pétrolière démantelée par le Kremlin en 2003. Les explications bien méritées de Stéphanie Puglisi et Caroline Alcide. 5, 4, 3, 2, 1, top. Décollage. Voilà une image qui pourrait devenir rare. Roscosmos refuse de continuer de travailler gratuitement pour Arianespace et menace de ne plus livrer de lanceurs Soyouz en Guyane. Arianespace doit quelques 300 millions d'euros aux fabricants russes pour des Soyouz déjà livrés. Non pas qu'Arianespace peine à payer ses partenaires russes, mais les relations spatiales franco-russes sont victimes d'une affaire bien plus vaste. En 2014, la Russie est condamnée à verser 50 milliards de dollars d'indemnités aux actionnaires de la société pétrolière Yukos. Et comme la Russie refuse de payer cette somme, les actionnaires saisissent les avoirs russes dans le monde et donc les 300 millions d'euros qu'Arianespace doit payer à Roscosmos. C'est niette pour les Russes, ils savent pertinemment que la France et l'Europe dépendent de ce lanceur pour rester compétitifs. Et aujourd'hui, Arianespace ne dispose que très peu de Soyouz dans son stock, de quoi tenir jusqu'en 2019 au rythme de 3 lancements par an. Cette affaire risque donc de perturber les projets d'Arianespace. Dès l'année prochaine, la société doit lancer depuis la Guyane et Baïkonour les 600 satellites de la constellation OneWeb. Elle aura besoin d'au moins 21 Soyouz, sans compter les autres vols commerciaux. Nul doute que les discussions pour trouver une solution se multiplient en coulisses. L'avenir spatial en dépend. L'Europe a déboursé plus de 400 millions d'euros pour installer Soyouz en Guyane. Et le pas de tir, dimensionné aux tailles du lanceur russe, est loin d'être rentable avec ses 5 années d'existence. C'est un moment fort pour les catholiques. Ce mardi 1er novembre marque bien sûr la Toussaint, très suivie chez nous. En ce moment même, les Guyanais se dirigent vers les cimetières pour saluer la mémoire de leurs proches défunts. Marie Tricot et Louis Sabat sont assistés ce matin à la messe de la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France avant de prendre le chemin du cimetière où les familles étaient déjà nombreuses à se presser malgré la pluie. Regardez. Pour le second office de la journée, les bancs sont plus clairsemés, la ferveur, elle, est bien présente. Quelque part, c'est un support spirituellement parlant et ça
nous aide à avancer, à comprendre des choses que nous ne comprenons pas toujours. En tant que catholique, c'est important, mais tout simplement, comme j'ai l'habitude, ma mère m'a appris, alors je continue. C'est parce que Dieu nous a tous enseigné de venir le rejoindre. Et en fait, c'est la fête de tous les saints. Et comme nous tous, nous sommes appelés à être saints, donc c'est pour ça que je suis là. J'espère avoir ma place là-haut, ainsi qu'avec mes enfants et toute ma famille. La force de l'habitude a peut-être fait oublier un pan d'histoire chrétienne. Les premiers se réclamant du Christ ont commencé à honorer la mémoire de ce mort en martyr. Ce n'est qu'au 8e siècle que la date du 1er novembre est officiellement devenue celle de la Toussaint. Célébrer les saints, connus et inconnus, avant de rendre hommage à ces morts. Malgré la pluie, les allées du cimetière sont sillonnées par le pas des vivants, venus passer ce jour auprès des disparus. Sur la tombe de ses parents, Victor se recueille et se souvient. Une certaine peine, une certaine sérénité, parce que... Et puis aussi, si vous voulez, un certain regret d'avoir pas fait davantage. Être plus en communication avec eux et savoir qu'on n'a pas fait davantage de leur vivant pour eux. C'est mon mari qui est là, alors il fallait venir pour lui mettre des fleurs, une petite bougie que je ne peux même pas allumer puisqu'il pleut. Il faut qu'il soit beau le jour de la Toussaint. Regardez, qu'à aller plus vite, madame. Bougie à la main, André veille sur le mausolée des anciens combattants. Aujourd'hui, le gardien a ouvert la sépulture pour que les familles viennent s'y recueillir. Je suis désigné. J'ai accepté, donc je l'ai accompli comme je peux, dans la mesure du possible, autant que faire se peut. Toutes les fois je pourrai, et si le Seigneur me l'autorise, tant qu'il me l'autorisera, je le ferai. Le jour qu'il me dira, bon, mais il faut arrêter, mais j'arrêterai, et quelqu'un reprendra la succession, et ainsi de suite. C'est perpétuel. Beaucoup de ceux présents aujourd'hui le seront également demain, jour de commémoration des fidèles défunts. En Guadeloupe aussi, ce soir, l'ensemble des cimetières brille de mille feux, mais quelques sépultures scintillent à l'abri des regards. Les cimetières familiaux, une tradition qui a su se perpétuer, notamment dans les grands fonds de Sainte-Anne. Il en existe aujourd'hui une demi-douzaine. Reportage Nathalie Dinan et Patrick Curie. On est dans le cimetière des Grands Fonds, un cimetière familial qui existe depuis le début du siècle dernier. Mariette et Éléonore d'Athil ne sont pas en avance. Pendant que l'une arrache les mauvaises herbes, l'autre cherche des pierres pour reconstituer la tombe de leurs frères et sœurs morts bébés. Au moment qu'ils sont morts, on n'avait pas encore de caveau. Alors on les a enterrés par ici. Et comme nous habitons près de l'école des filles, c'était plus près. C'était plus facile pour les gens de venir par ici parce qu'il n'y avait pas le corbillard, il n'y avait pas tout ça. J'ai vu qu'on a porté mes deux petits frères, ma sœur et mon frère, sur les épaules. Quand on vivait loin des centres-bourgs, on enterrait ses morts dans le quartier et en plus il fallait faire vite. Les soins prodigués ne permettaient pas de conserver les corps très longtemps. C'était une toute autre organisation. Et ce sont les gens qui faisaient le cercueil. Je voyais mon cousin qui faisait le cercueil en coup de main. Tout le monde venait, on préparait à manger, on tuait le cochon. Les gens d'avant tuaient un cochon quand il y avait un mort. On faisait un grand repas et les gens venaient, ils faisaient le cercueil. Ceux qui venaient creuser le trou venaient creuser le trou et puis tout le monde se rencontrait. Mais nous, on est toujours restés à s'occuper de notre petite tombe. Une douzaine de familles reposent ici. Les familles Mathurin, Gob, Montella, Bordelais, Pierre-Victor, Ambrosio, Théophile, Lamarre, Soulanges, Gargare et Cancel. C'est la maman d'Héloïse Grandisson qui avait en charge la gestion du cimetière. Elle repose au Grand Fond. Les gens enterraient leurs parents, petit à petit, enfin, au fur et à mesure. C'était les gens du quartier? Oui, les gens du quartier. Et là, il y avait des petits tombes en pierre. Ma maman, c'est elle qui s'en occupait du cimetière. Et il faisait le nettoyage en payant des gens. Après, les gens du quartier ne voulaient plus payer, ils négligeaient. Et puis parfois, comme ma maman est morte, moi j'ai plus le relais. Une gestion loin d'être évidente. Le terrain appartient à un privé. Au début du siècle dernier, une poignée de mains suffisait pour obtenir une autorisation. Aujourd'hui,
il faut un cadre légal. Parce qu'au fur et à mesure, les gens font des caveaux. Et jusqu'à présent, il y en a des gens qui attendent une petite place pour en faire d'autres. Ma grand-mère voulait faire un caveau. Et comme en ce moment-là, on ne donnait pas encore l'autorisation ici de faire le caveau, alors elle a été à Sainte-Anne, elle a acheté un bout de terrain et elle a fait son caveau. On a l'intention de le demander même 1 ou 2 mètres pour agrandir un petit peu. Mais je ne sais pas s'il sera d'accord. Mais oui, c'est familial, c'est entretenu. Chaque personne vient entretenir sa tombe, son caveau. On se rencontre et puis c'est la famille. Hein? C'est les gens des grands fonds. Hein? Aujourd'hui, c'est Maryse Lamarck qui a en charge la gestion du cimetière. Elle convie les familles pour organiser avec elles les sépultures et gérer de façon collégiale ce cimetière familial. L'autre événement de ces derniers jours, c'est bien sûr Halloween, ces enfants en quête de friandises, ces soirées aux allures de films d'horreur. Vous étiez nombreux hier soir à prendre part aux festivités et pour vivre cette nuit comme il se doit, certains ont été jusqu'à transformer leur apparence. 2-3 coups de pinceau à vous donner froid dans le dos. Jonathan Lariot. Pour la fête d'Halloween, les monstres sont de sortie. Et avant de se lancer corps et âme dans la célébration de cette date, il faut prendre le temps de se faire une beauté. Comme tous les ans, à l'approche d'Halloween, ils sont nombreux à vouloir se transformer. Monstres, sorcières, des créatures tout droit sorties de nos pires cauchemars. C'est une âme d'enfant qui revient, c'est le côté un peu fun. Puis c'est pas quelque chose qu'on va faire tous les jours, hormis pour le carnaval. Donc ça sort un peu de l'ordinaire. Et mon déguisement, ça va être un peu trash, un peu... je suis tombée dans les barbelés, je l'ai fissuré de partout. Ça va être un peu... mais en gardant le côté un peu glamour de la femme, un peu jolie. Le délire total. Le délire total. Et dans ce salon de coiffure, tout est monstrueux. Le maquilleur lui-même est une sacrée vision d'horreur. Et sa mission, à la veille d'Halloween, rendre ses clients plus horribles les unes que les autres. Il y a beaucoup de demandes de maquillage en cette période et c'est super intéressant. Car Halloween, bon, c'est vrai qu'on fait la fête, mais c'est là qu'on voit que les gens en profitent pour laisser sortir tout ce qui est à l'intérieur d'eux. Les sorcières, le vampire, les gens incarnent vraiment leur personnage. En plus de ça, ils viennent avec leurs propres idées, mais au fur et à mesure que le maquillage avance, les gens se lâchent et osent. Au final, on finit vraiment par voir leur personnage prendre vie juste devant nous. Gore en passant par un maquillage plus glamour, chaque détail a son importance pour créer le parfait petit monstre. Chaque personnage a des fois une coiffure différente, donc on suit donc le désir de la cliente. Parce que surtout dans des soirées comme ça déguisées, il y a justement la fantaisie, elle est là, tout ce mélange de couleurs. Aujourd'hui c'est Halloween, donc c'est le sang, c'est les monstres et tout ça, et on essaye de faire vraiment pour le mieux. Après plus ou moins 40 minutes de préparation, cette sorcière zombie, quoique un peu coquette, est prête à partir hanter les rues de la ville de Cayenne. Ensemble, voilà le slogan du mouvement national Moi sans tabac, une vaste campagne de sensibilisation du ministère de la Santé et un défi lancé à tous les fumeurs de France. Pour les aider, des kits gratuits sont mis à leur disposition dans les pharmacies, des coffrets qui renferment de nombreux conseils et astuces pour ne pas céder à la tentation. Ayodele Germa. Tandis que certains ont réussi à vaincre leur addiction. Mon fils aîné, il avait 6 ans à l'époque. En pleurant, il m'a dit qu'il avait peur que j'attrape le cancer. Et à partir de ce moment-là, eh bien, je n'ai plus jamais fumé de cigarette. D'autres ne souhaitent pas arrêter de fumer. J'ai pas envie. Pourquoi ? Parce que j'assume. Hein. J'ai un plaisir dans le fait de fumer. C'est une sorte de... pas d'exutoire, mais de moment où j'ouvre les vannes. Je me permets de faire cette chose-là qui, je sais, n'est pas bonne pour mon organisme. Voilà. Pour les autres, ceux qui veulent enfin mettre un terme au cercle fumeux du tabagisme, le mois sans tabac. Un défi à mener à bien grâce à ce kit de conseils gratuits disponible en pharmacie. Un outil pour renforcer la volonté. L'étape la plus importante, c'est de décider d'arrêter de fumer. Parce que la volonté, forcément, c'est ce qu'il y a de plus important. Après, justement, à la pharmacie, on peut proposer certaines aides pour arrêter de fumer, des patchs, des pastilles. Il y a plusieurs choses qu'on peut proposer, en plus de forcément la volonté qui
qui va vraiment permettre d'arrêter de fumer. Dans cette enveloppe, vous trouverez un agenda avec des encouragements jour après jour jusqu'à la fin du mois. Au 26e jour, par exemple, il est conseillé de faire des origamis pour s'occuper les mains. Vous y trouverez également ce disque de calcul des économies que vous faites en arrêtant de fumer. Pour une consommation habituelle de 20 cigarettes par jour, par exemple, vous épargnerez jusqu'à 2 500 € par an. Vous y trouverez également des mises en garde contre les effets indésirables susceptibles de vous décourager. La cigarette, c'est un coupe-faim, donc forcément, quand on va arrêter la cigarette, il y a beaucoup de gens qui vont prendre du poids. Donc il faut aussi allier l'arrêt de la cigarette à pas un régime, mais un rééquilibrage alimentaire, éventuellement faire du sport. Ensuite, ce qui va freiner un peu l'arrêt de la cigarette, ça va être tous les effets indésirables qu'on peut avoir au niveau de l'arrêt de la cigarette. C'est quand même une drogue, et donc il va y avoir ce qu'on appelle un sevrage quand vous allez arrêter la cigarette. Donc il y a plusieurs niveaux. Au niveau mental, vous allez avoir parfois des insomnies, des cauchemars, des problèmes d'endormissement. Au niveau de la respiration, très rapidement, par contre, on va retrouver un souffle. On va être beaucoup moins fatigué. Des études récentes démontrent qu'un mois d'abstinence au tabac multiplie par 5 les chances d'arrêter définitivement. Les bons comptes font les bons amis, c'est le thème retenu pour la 13e édition du Festival international du conte Paul-Henri Gérard. Son lancement est prévu demain soir avec à l'affiche une dizaine d'artistes venus des Antilles-Guyane et d'Afrique pour une semaine de rencontres poétiques. Un temps fort à retenir, la nuit du conte samedi soir à Mana. On écoute plus de précisions avec le créateur du festival au micro d'Ayodele Germain. Alors nous avons cette année une innovation qui va s'appeler Zéclécan, où on arrive sur un lieu en flash et on raconte des histoires et on s'en va, sans même le temps que le public se rende compte. Et ça sera Zéclécan dans la ville. Et ça démarre demain, ça va commencer à la CTG et on va sillonner la ville de Cayenne et ça sera ainsi dans toutes les communes où nous passerons. Ensuite, le mercredi 2 à 10h, nous serons à Lanque avec KPG pour les enfants. Donc tous les enfants de Guyane sont invités. À 20h, toujours à Lanque pour le grand public. Il faudrait que la salle soit pleine pour accueillir tous ces conteurs du monde entier. Il y a le Burkina Faso avec KPG, qui est président de festival au Burkina, qui est un très grand conteur que j'invite tout le monde à découvrir. Nous avons Manfé Aubin de la Côte d'Ivoire, qui est l'un des plus anciens conteurs africains qui a sillonné le monde entier, qui sera présent avec nous. Il y aura la Martinique avec Mapi, une dame qui a la voix, elle a le verbe, elle a les mots, elle est très portée sur les textes d'Aimé Césaire, de Damas, de Senghor. Et nous avons Kalika aussi de la Guadeloupe, qui est un conteur très traditionnel, très créole. Et le Suriname avec Adolphe Kouiba qui sera aussi présent pour toute la communauté surinamaise, la communauté du Guyana et puis les Noirs-Marrons de l'Ouest. On dit que la parole n'a pas de frontières et il est bon de confronter les expériences des conteurs de Guyane, les faire côtoyer d'autres pratiques, d'autres personnes, pour nous-mêmes nous permettre d'évoluer, de progresser. Nous sommes aussi dans un travail de transmission des savoirs. Et justement, un des conteurs de cette édition est notre invité ce soir, KPG, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes conteur, slameur et musicien pour ne citer que quelques-unes de vos qualités. Ouais. Vous êtes originaire du Burkina Faso, grand habitué des festivals du conte un peu partout dans le monde, notamment dans plusieurs pays d'Afrique, le Proche-Orient, le Canada, la France hexagonale. Le festival, en tout cas ici, s'ouvre avec vous demain. Une première partagée entre vous et le public guyanais. Comment est-ce que vous appréhendez cette première rencontre ? En tout cas, c'est très excitant, on est très content. Moi, je suis très content particulièrement parce que c'est la première fois que je viens ici. En tout cas, moi, je compte vraiment partager la parole de l'Afrique avec les amis guyanais et je les invite à venir voir, découvrir la parole qui vient de chez nous. Ouais. Cette année, les bons contes font les bons amis, c'est le slogan qui a été retenu. Alors, on ne l'entend pas, mais une petite subtilité s'est glissée dans cette phrase. On entend bien sûr par là les contes racontés, les histoires. Pour vous, qu'est-ce qui va ressortir de cette rencontre-là avec les Guyanais ? À quoi finalement le public guyanais doit-il s'attendre ? Ce que le public guyanais doit s'attendre, c'est la subtilité du conte. Parce que déjà, les bons contes font les bons amis, ça dit tout. Ça dit tout, et je peux même l'illustrer par, comme disait mon grand ami, qui disait que
le string, c'est le symbole de la démocratie, par exemple. Voilà, parce que ça sépare la gauche de la droite, ça soutient la masse et puis ça attire le peuple. Donc c'est ce genre de subtilité, voilà, c'est très clair. Et c'est des choses comme ça qu'on va partager parce qu'on dit qu'à défaut de dire la vérité, le conte nous préserve de la... voilà. Et cette notion de l'amitié, comment est-ce que vous comptez l'inclure dans la vos notion prestations? Les bons contes font les bons amis, oui. Voilà, en quoi? Comment pouvez-vous nous expliquer ça? Comment je pourrais expliquer ça? Parce que de toutes les façons, il faut faire en sorte que le public soit satisfait, ça c'est déjà un. Donc il y a l'amitié là-dedans? Voilà, il y a l'amitié dedans, il y a aussi le partage, il y a aussi... parce que moi je suis conteur forgeron qui forge les mots, qui essaie de partager l'énergie avec mon public. KPG, vous venez de le dire, vous êtes issu d'une caste, c'est comme ça qu'on l'appelle, qu'on dit les forgerons. Ouais. On sait que l'humour et la poésie vous caractérisent, mais faites-nous un peu plus découvrir votre univers. Mon univers, je dis par exemple, des bruits de pas martèlent le cœur de l'espace. Des bruits de pas qui ne s'arrêtent pas, qui traversent l'espace de part en part, sans prendre le temps de poser ni le pied, ni le souffle, ni même le regard. Et pourtant, quelque part au cœur du plus sacré de cet espace, un arbre multimillénaire brûle d'impatience, parce qu'il faut que ça avance, parce qu'il faut que ça se modernise, parce que pour tenir face à la concurrence, il faut être compétitif, complètement compétitif, économiquement compétitif, rentabilitiquement compétitif. Attention, tout le monde court après l'argent, mais attention, hélas, l'argent choisit les poches qu'il préfère. Il est donc indispensable de développer chez vos concitoyens un appétit féroce, un appétit quasi carnivore pour tout ce qui est bien de consommation. Et les bruits de pas qui ne s'arrêtent pas passent et repassent en circonvolution entre les mains des connaisseurs qui leur concoctent des formules magiques de développement rapide et durable. On entend là déjà un peu de votre univers. Merci pour cette petite prestation déjà sur ce plateau. Merci. Alors, quand même, le conte, c'est une pratique populaire. Y a-t-il un public que vous préférez? Est-ce qu'il vaut mieux raconter des contes aux enfants, aux parents, à tout le monde ensemble? Non, le conte, ça appartient à tout le monde. Mais chaque enfant aussi tire une leçon dans le conte que le conteur partage avec son public. Mais aujourd'hui, il y a des mécanismes qui font en sorte qu'il y ait des spectacles pour enfants et des spectacles pour adultes. Mais moi, je raconte aussi pour le public adulte et le public enfant. Par exemple, demain matin, à 10h, je vais raconter pour le jeune public et à 20h pour le grand public. Le conte, vous avez commencé d'ailleurs à l'expliquer tout à l'heure en espérant que nos téléspectateurs ont tout retenu de ce que vous venez de nous raconter, mais le conte met souvent en symbole la société qu'il dépeint. Et en quoi sa pratique, selon vous, est importante pour les personnes, pour la société? Pour moi, le conte est très important parce qu'il y a un proverbe qui dit que le conte est un miroir où chacun peut voir sa propre image. Et à partir du moment où le conte véhicule des messages forts, tel que dit le mythe mélanésien qui dit que l'être humain est tiraillé entre deux besoins, le besoin de la pirogue et le besoin de l'arbre. Donc, c'est-à-dire le besoin de pirogue, c'est-à-dire le besoin du voyage. Le besoin de l'arbre, c'est le besoin de l'enracinement de l'identité. Donc, l'homme est constamment entre ces deux besoins jusqu'au jour qu'il comprenne que c'est avec l'arbre qu'on fabrique la pirogue. Vous avez travaillé auprès de nombreuses compagnies théâtrales dans votre région, en France, mais aussi vous avez mis en place des spectacles, notamment le dernier dans lequel vous comptez seul, ça s'appelle l'histoire de Forgeron. Parmi vos travaux, vous avez aussi collaboré avec des musiciens pour mettre en rythme cette parole que vous dépeignez ce soir. On va regarder, si vous voulez bien, un petit extrait. Alors malheureusement, nous n'allons pas pouvoir visionner maintenant cette vidéo. Il s'agissait de Kaito, un texte très joli que vous mettiez en musique avec des amis musiciens très intéressants. Alors, on va quand même poursuivre, c'est pas grave. Outre votre parcours, quand même, vous avez créé le centre culturel Kombi au Burkina Faso, où vous menez plusieurs activités avec les enfants. Qu'est-ce que vous leur apprenez exactement? En fait, on dit que l'avenir appartient aux enfants. Donc du coup, moi j'essaie de transmettre ce que j'ai pu apprendre, ce que j'ai pu acquérir de mes traditions aux jeunes générations, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il y a un délaissement total, il y a une perte de repères vis-à-vis de la jeunesse d'aujourd'hui, même moi. Et à travers les spectacles de contes, à travers le conte, moi j'apprends. Et j'apprends aussi à apprendre aux autres. Comment est-ce que vous-même vous avez appris justement le conte? D'où vous vient ce travail-là, cette inspiration?
En fait, c'est ce qui me vient comme ça. Quand j'étais au collège, j'aimais beaucoup parler, je bavardais beaucoup. Donc un jour, il y a le professeur qui m'a dit, écoute, comme tu bavardes beaucoup, il y a une autorité qui vient au lycée, est-ce que tu pourrais raconter une histoire, chercher une histoire, écrire une histoire et raconter devant pour qu'on puisse accueillir l'autorité. C'est ainsi que j'ai commencé à écrire et voilà, depuis lors, quand il y a une manifestation au lycée, on me demande de raconter et c'est comme ça que j'ai commencé à raconter. Finalement, d'un petit défaut, vous en avez fait une grande qualité complètement, que l'on connaît aujourd'hui. Alors, on rappelle KPG que vous êtes sur scène demain à 10h pour les enfants, puis à 20h, voilà. Ici sur la scène des Trois Fleuves. Ouais. Merci d'avoir été avec nous. Toujours au chapitre culture, l'Art Passy Festival va bientôt envahir les rues de Saint-Laurent-du-Maroni, organisé par la compagnie Malabar Ouf, passionnée d'art de rue et de spectacles vivants. Cette 4e édition va réunir 188 artistes, danse, jonglage, acrobatie, spectacles de clowns, concerts, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Lancement prévu demain au Village Chinois pour un festival qui durera jusqu'à samedi. On écoute les précisions d'un membre du comité organisateur au micro d'Elsa Gonzalez. L'objectif, c'est surtout de donner du plaisir aux gens et de passer sur une occupation de l'espace public avec des spectacles gratuits, même si on essaye un peu à l'instar des festivals d'art de rue de faire passer la tradition du chapeau, c'est-à-dire que les artistes puissent aussi avoir un défraiement qui vient de la part du public, mais ça reste un festival qui est ouvert à tout le monde, où chacun peut rentrer, les rues sont ouvertes, venez comme vous voulez. Et un spectacle aussi qui sert de relais un peu avec tous les partenaires qu'on peut avoir, c'est-à-dire que c'est un peu un moment où on va co-construire quelque part un festival avec des partenaires comme Porte Nawak, Botoplay. Là cette année on a aussi un partenariat avec Radio PK et la compagnie Improbable qui vont nous monter une radio 100% locale, très locale puisqu'elle serait à 20 mètres des sites de programmation. Et donc ça permet un peu de faire une occasion de mêler un petit peu toute cette énergie qui tourne autour de Saint-Laurent, qui est une ville très très riche au niveau culturel et que un moment dans l'année et puis à d'autres moments également, nous on vient en renfort à des activités de ce type-là. On va également avoir pas mal de théâtre de rue, on va également avoir des spectacles de cirque, on va aussi avoir tout ce qui va être acrobatie, jonglage et danse aussi, avec pas mal de place à la danse avec une compagnie qui nous vient de Métropole notamment, la compagnie Si J'y Suis. Et donc on a un spectacle très complet, très varié, qui permet de répondre un petit peu aux attentes de tout le monde, que ce soit dans le cadre d'une sortie familiale ou même juste entre amis. Ainsi s'achève votre journal. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir. Un conflit au sommet qui pourrait avoir des conséquences jusqu'en Guyane. La Russie veut récupérer ses biens et refuse de livrer de nouvelles Soyouz à Arianespace. Enjeu 300 millions d'euros. La somme aurait été bloquée par les avocats d'un opposant au Kremlin. Un mois pour arrêter de fumer, c'est l'objectif de la campagne lancée par la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Un kit spécial est proposé aux fumeurs pour relever le défi. Les pharmacies sont équipées. Enfin, du maquillage pour s'enlaidir, une pratique à la mode pour Halloween. Avant de se rendre dans des soirées cauchemardesques hier soir, certains et certaines étaient méconnaissables, des visages dignes des films d'épouvante. Merci de nous avoir suivis. Ne bougez pas dans un instant, le journal de TF1 puis vos programmes continuent sur votre antenne ATV Guyane. Très bonne soirée à vous, à demain.